fréquence protestante. Les temps modernes, les temps modernes. Laurence Roufouillet. Bonjour à tous, bienvenue dans les temps modernes. Nous nous retrouvons désormais chaque mois pour cette émission qui vous invite à explorer les enjeux du nouveau monde. Notre ambition avec les temps modernes est de vous apporter des éclairages d'experts et des approches éthiques sur tous ces sujets qui pourraient broyer l'individu si l'on y prenait garde. Dans un monde qui bouge, il faut être un peu fou pour vouloir être parent en 2021. Depuis janvier, les bébés conçus pendant le confinement pointent leur nez. Or, être parent aujourd'hui, c'est lancer un projet de vie dans un monde incertain. Les parents 2021 et les bébés, ce sera notre sujet du jour. Alors, en janvier dernier, l'INSEE nous annonçait sans surprise que la natalité a baissé en France, atteignant son taux le plus bas depuis 1945. En effet, le taux de fécondité est passé de 1,86 enfants par femme en 2019 à 1,84 en 2020. Alors certes, une toute petite baisse, mais relativement significative. Alors l'épidémie de Covid-19 n'en est certainement pas la seule raison, mais elle a créé un climat anxiogène qui laisse peu de prise sur l'avenir. Les futurs parents se heurtent également aux contraintes sanitaires qui placent beaucoup d'obstacles, et j'ai envie de dire des obstacles nouveaux durant la grossesse, que ce soit pour accompagner la maternité ou au moment de la naissance. Doutes, anxiété, isolement se retrouvent désormais chez beaucoup de parents et peut-être encore plus chez les mamans qui devraient pourtant être surtout dans la joie. Pour autant, des solutions et de nombreux accompagnements existent pour soutenir les aventuriers du 21e siècle que sont les futurs parents. Alors, accueillir bébé autrement en 2021, c'est le thème de notre émission de ce jour avec 3 invités, alors EES en écriture inclusive s'il vous plaît, que je vous présente d'ores et déjà succinctement. Alors, à distance, nous l'aurons en ligne dans quelques minutes, Bénédicte Zuber qui est sage-femme à Paris. Avec moi dans le studio, c'est un plaisir de la recevoir, donc Marcella qui est sophrologue, c'est une consoeur et auteure d'un ouvrage poétique dont on parlera et qui est destiné aux bébés et à leurs parents. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, Caroline Leprince qui nous rejoindra. Caroline est infirmière et elle s'est spécialisée dans l'accompagnement autour de la naissance. Alors pour commencer, je vais débuter avec vous Bénédicte Zuber. Bonsoir. Bonsoir Laurence, merci de me recevoir. Mais c'est un plaisir. Alors, vous êtes sage-femme à Paris, vous avez votre cabinet à Paris, vous accompagnez pas mal de futures mamans ou de jeunes mamans. Vous les trouvez comment, vous, les bébés de 2021 ? Alors pour l'instant, on n'a pas encore énormément de recul parce que l'année vient de commencer. J'ai pas vu énormément les nouveau-nés, je vois plutôt les bébés qui sont nés fin 2020, qui semblent un petit peu sauvages. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir beaucoup de monde autour d'eux. Et le peu d'adultes qui voient, ou en tout cas le peu d'intervenants, pas seulement des adultes, sont quand même souvent masqués. Ouais. Donc ce sont à la fois des enfants qui sont assez calmes, mais qui ne sont pas énormément dans l'interaction. D'accord. Et comment sont leurs mamans ? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus angoissant aujourd'hui d'être enceinte, d'attendre un bébé ? Qu'est-ce qu'elles vous disent quand vous leur demandez comment elles vont ? Alors, j'ai beaucoup de retours assez différents et puis le témoignage que je vous fais aujourd'hui, c'est vraiment vu de ma position de sage-femme libérale en cabinet. Donc, il est évidemment pas représentatif de toutes les mamans qui accouchent en France. C'est votre expérience, oui. Et notamment de ce que peuvent voir d'autres sages-femmes dans d'autres régions. Mais à Paris, ce qui me semble me sauter aux yeux, c'est que ce sont souvent des femmes qui sont isolées dans le sens où elles ont leur famille soit à l'étranger, soit en province. Et du coup, elles souffrent terriblement de cette solitude. C'est certainement toujours un petit peu le cas pour ces mamans en temps normal, mais alors là, le Covid a énormément renforcé ça. Et peut-être, Bénédicte, pardon de vous interrompre, mais peut-être plus encore quand il y a des futurs grands-parents qu'on ne veut pas forcément exposer non plus, donc on fait doublement attention.
Absolument, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en fait, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que ces mamans vont moins se balader à droite à gauche, elles vont pas forcément voir leurs copines comme elles le verraient en temps normal. Quand on est en congé maternité, on va se prendre un petit café avec une copine dans une terrasse, la vie continue. Là, elles sont quand même beaucoup cantonnées chez elles, et effectivement, les grands-parents parfois n'osent pas venir tout de suite ou ne peuvent pas venir tout de suite. Quand elles sortent de la maternité, c'est pas évident parce que les maternités étaient quand même considérées assez longtemps comme des clusters, donc il fallait attendre un certain temps avant qu'elles puissent revoir leurs parents pour pouvoir être sûres de ne pas leur transmettre un Covid qu'elles auraient attrapé au moment de l'accouchement. Voilà, le lien social, en fait, est plus quand même d'isolement, donc quelque chose qui est plus difficile dans un moment de la vie où justement on a besoin d'être entouré, parfois même de prendre les conseils d'autres personnes. Je pense à d'autres femmes notamment. Oui, absolument. Et puis s'ajoute à ça aussi. Alors ça s'est un tout petit peu amélioré ces dernières semaines, mais ça a été criant en 2020. Une déstructuration totale, que ce soit le fonctionnement des maternités qui ont dû complètement modifier leur mode de fonctionnement habituel, que ce soit par exemple les PMI, ces centres de protection maternelle et infantile, certains ont fermé, d'autres ont été en effectif réduit. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, beaucoup de structures qui ont été soit au ralenti, soit carrément à l'arrêt, ou alors avec des modes de fonctionnement modifiés que nous-mêmes, on connaissait pas bien. Donc, une grande difficulté pour réorienter les patientes ou les accompagner correctement. Donc, ces patientes déjà isolées, ça a été d'autant plus difficile, en plus de les accompagner pour que ça aille au mieux. D'accord. Et dans les patientes que vous accompagnez, est-ce qu'il y a des femmes finalement qui ont dû, alors je dis pas accoucher toutes seules parce qu'on n'est jamais vraiment toute seule, mais en tout cas dans cette période où les pères n'étaient pas forcément autorisés à rester dans les salles de naissance? Alors ça, heureusement, ça a été de très courte durée. Ouais. On n'a pas mis longtemps à se rendre compte que c'était une ineptie totale et que les dégâts psychologiques seraient dramatiques. Donc finalement, ça a duré à Paris 2 semaines. Et très rapidement, on a autorisé de nouveau les papas à être en salle de travail. Ça a mis un peu plus de temps. Je crois que ça a duré tout le temps du confinement parce que les pères soient autorisés à être en suite de couche. Donc, une fois que leur femme avait accouché, qu'ils avaient rencontré leur bébé, ils repartaient à la maison. Ça, c'est évident que ça a eu des conséquences psychologiques, mais heureusement, je dirais que ce chapitre-là a été suffisamment court, en tout cas à mon échelle et de ce que moi j'ai vu et de la façon dont ça a fonctionné dans les maternités avec lesquelles je travaille. Ça n'a pas été dramatique. Je trouve que c'est vraiment l'entourage plus large, la famille élargie, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, les amis qui sont absents du paysage. Et ça, pour les femmes, elles se sentent très isolées. D'accord. Est-ce qu'il y a encore la préparation à la naissance, je pense notamment aux cours, est-ce qu'il y a encore des cours collectifs de préparation à la naissance ? Oui, quelques-uns. Alors la préparation à la naissance, on s'y est tenu plus que jamais parce que les femmes en avaient énormément besoin. Collectif, oui. Pendant un temps, on n'avait plus le droit d'en faire et puis de nouveau, ça a été autorisé. Pour ma part, je l'ai mis en place assez récemment, évidemment, dans le respect des gestes barrières, mais j'y tenais d'autant plus que justement, je trouvais que ça avait un sens parce que ça permettait aux femmes de voir d'autres femmes au même stade qu'elles, vivant la même situation. Ça a créé des amitiés. J'ai vu certaines patientes vraiment se rapprocher. Et donc, finalement, au-delà de mon rôle médical, j'ai joué un rôle social de manière un peu inattendue pour mettre en contact des femmes que je trouvais assez isolées et qui ont pu partager pas mal de choses ensemble. Donc finalement, le distanciel ne peut pas tout remplacer. Alors j'ai envie de dire heureusement. En ce moment, ces femmes, elles ont aussi beaucoup besoin de présentiel, de contact. Vous disiez les rendez-vous, c'est devenu finalement souvent dans leur agenda le seul moment de voir d'autres personnes, ce qui est assez terrible. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, j'ai noté, pendant le premier confinement, on a fait énormément de distanciel. Plus le temps a passé, moins on en a fait. Et maintenant, c'est même l'inverse. Quand on leur propose, alors j'ai pas mal de patientes qui sont parties en province. C'est un petit peu ça que ça a modifié, c'est que les gens se sont un peu plus répartis sur le territoire. Oui, ils se sont confinés ailleurs. Voilà. Ils ont choisi, de se confiner. Celles-là ont choisi de conserver le distanciel, mais ça reste anecdotique. Et sinon, à chaque fois que je leur propose, pour X ou Y raison, elles préfèrent toujours le présentiel. Elles ont vraiment besoin de cette rencontre. Comme vous le disiez, pour beaucoup, c'est parfois le seul moment de la semaine où elles voient un visage humain en vrai. Enfin, j'exagère, elles font leurs courses, mais en tout cas, où elles ont une véritable interaction sociale. Après, moi, ce que je trouve quand même difficile dans nos modes d'exercice, c'est qu'on se touche pas. Et on a quand même perdu quelque chose de ce point de vue-là, dans ce contact physique qu'on a normalement avec nos patientes. Alors, c'était bien mieux qu'il y a 1 an, quand on était en distanciel. Malheureusement, c'est quand même
pas encore tout à fait ce qu'on a connu auparavant. Oui, d'autant que c'est un moment de la vie qui est quand même incarné. C'est vraiment quelque chose qui se vit beaucoup dans le corps. Donc si on est exactement, voilà, en permanence dans la distance, c'est quand même un petit peu compliqué. Oui, et puis on est entre femmes, donc il y a quand même quelque chose physiquement qui se passe, où on a besoin de se toucher. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. C'est comme si ça installait une distance qui n'a pas lieu d'être normalement. En tant que professionnel, ça a pu être désemparant quelque part, de temps en temps, de voir que on manquait un peu de je sais pas, d'outils ou de ressources parce que vous avez l'habitude de cet accompagnement, mais de devoir faire les choses autrement. Ah bah oui, notamment dans les premiers moments, ça demandait, mais comme pour toutes les professions, énormément d'adaptabilité, de réajustement. Mais en même temps, les patientes étaient extrêmement demandeuses, il y avait une détresse, donc résultat, on était sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois les satisfaire, et d'un autre côté, nous-mêmes, on était quand même complètement perdus, donc il fallait se réinventer tous les jours, s'adapter à... On avait quotidiennement des messages de la Direction générale de la santé avec des nouveaux éléments, donc il fallait faire preuve de créativité. Ça a été vraiment, vraiment épuisant, mais ça, on en a beaucoup discuté dans les premiers temps. Dans un deuxième temps, je dirais que à la fois depuis le mois de septembre, j'ai senti un vrai virage. Les patientes sont beaucoup plus déprimées, donc c'est plus lourd à porter. Vous iriez jusque-là, déprimée? Oui, c'est... Ouais, j'irais jusqu'à déprimer parce qu'avant, c'était pas quelque chose que j'identifiais fréquemment dans mon cabinet, et maintenant, c'est quelque chose que je vois presque quotidiennement. Et qu'elles admettent aussi. C'est-à-dire qu'avant, quand je leur proposais de les réorienter, elles me disaient oui, pourquoi pas, et maintenant elles me disent oui, je crois que j'en ai besoin. Alors, donc c'est beaucoup plus prégnant en fait. Voilà, précisément, si on se sent en difficulté, voilà. On est angoissé, on est déprimé, une fois de plus, à un moment de la vie où on devrait, le fait de porter la vie, on devrait être vraiment dans la joie, même si c'est pas un champ de roses tous les jours, ça on le sait. Vers qui on peut se tourner? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous conseillez habituellement quand vous parlez de réorientation? Quel type de professionnels peuvent être utiles à ce moment-là? Ah ben moi, je suis une grande adepte de la sophrologie et je pense que ça a une grande place pendant la grossesse, donc c'est quasiment mon premier interlocuteur. Et puis évidemment des psychologues, mais finalement c'est plus difficile d'amener une femme enceinte qui vient nous voir pour quelque chose d'assez aigu, de la réorienter vers un psychologue. Elle, tout de suite, elle s'imagine qu'elle va se lancer dans une psychothérapie et elle n'est pas forcément disposée à ça. C'est pas forcément la meilleure période. Oui, c'est pas forcément la meilleure période. C'est pour ça que donc pour moi la sophrologie répond très très bien. C'est souvent des angoisses qui sont difficiles à juguler, donc la sophrologie elle répond bien à ça. Et puis je les réoriente beaucoup dans le même état d'esprit vers de l'acupuncture et de l'ostéopathie quand j'estime qu'il y a un travail corporel et que le travail psychologique est pas pour tout de suite. Donc d'accord. Voilà. Merci Bénédicte. Ce que je vous propose, c'est de faire une pause, mais de rester à distance. Si vous pouvez encore un petit peu rester avec nous, ce sera un plaisir de continuer à partager avec vous. Mais vous avez parlé de sophrologie, alors vous m'avez fait une transition formidable, puisque j'ai avec moi aujourd'hui dans le studio donc une sophrologue, mais aussi une écrivaine et poétesse, donc c'est Marcella. C'est une consoeur. Moi, j'apprécie beaucoup ton travail et je suis depuis quelque temps effectivement tout ce qu'elle fait, en particulier je souhaitais qu'elle soit avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un petit livre absolument merveilleux que j'ai découvert et que je trouve aussi poétique qu'utile. Ce livre s'appelle Poèmes à murmurer à l'oreille des bébés. Alors Marcella, toi tu accompagnes donc les familles en général, les futurs parents, les tout petits, avec ta technique qui est donc la sophrologie dans ton cabinet parisien. Et puis à ce livre qui vient de sortir, comment c'est venu cette idée de faire un livre de poèmes pour des bébés? Alors bonjour, je vous salue et merci de me recevoir. Je suis contente de t'accueillir. Ce livre est né de manière assez délicate. J'avais inventé un petit poème pour ma fille aînée, qui est sage-femme par ailleurs. Voilà, il n'y a pas de hasard. Et c'était donc il y a 32 ans. D'accord. Et c'était, donc nous étions dans la chambre, je lui avais inventé un petit poème que je lui murmurais à l'oreille, que je lui chantonnais en fait. J'en ai fait une petite chanson. Et cette chanson est restée un peu notre chanson entre nous quand elle a grandi. Et puis ensuite, j'ai gardé ça quelque part dans ma tête, tout simplement. Ensuite, j'ai écrit de nombreux livres de poésie. Et il se trouve que je suis devenue sophrologue en 2016.
et que j'ai suivi de nombreuses formations après la certification de base, des formations spécialisantes, et qu'il se trouve que j'ai suivi une formation spécialisante de néonate et sophrologie, et qu'à la suite, au bout des 2 jours de formation, la formatrice, donc, que je peux citer. Ah oui, bien sûr. Problème, oui. C'est Nathalie Guette-Vallet. Oui, qu'on salue au passage. A lu des petits textes qu'elle avait sur elle dans son dossier de formation. Et ça m'a donné envie, le lendemain, d'envoyer mon poème à toutes les personnes, par mail, à toutes les personnes qui avaient suivi cette formation, comme ça, parce qu'il y a toujours des liens qui se créent. Oui, on échange des choses. Je me suis dit, tiens, il va sortir de ma tête et il va aller vers d'autres gens. Et tout le monde a énormément apprécié ce texte. Et de ce jour, quelque chose s'est fait en moi, quelque chose s'est dit, écrit quelque chose autour de ce texte central, qui est donc dans le livre, évidemment. Et essaye de faire un déroulé poétique avec un souffle sophrologique, puisque quand j'écris de la poésie, j'écris aussi dans le sens de la sophrologie. Maintenant, depuis que je suis devenue sophrologue, j'essaye de... Voilà, ça a toujours quelque chose, il y a toujours une âme sophrologique dans ce que j'écris, ou alors j'écris des purs livres de sophro, ce que ne sont pas ces poèmes. C'est un livre de poèmes. Voilà, c'est un livre de poèmes à la base. Il se trouve qu'il est né tout de même de mon envie de sophrologue d'exprimer quelque chose de l'ordre du partage, du lien, du tout début de la vie, de qu'est-ce que ça peut être d'attendre un enfant. Et de tout ce qu'on peut ressentir autour de ce sujet. Donc, voilà. Tout ça s'est concrétisé dans ce petit ouvrage, qui est en plus joliment illustré par Marie Poirier, qui avait illustré d'autres de tes livres d'ailleurs. Donc c'est aussi un très joli cadeau de naissance pour un bébé, mais peut-être surtout pour une jeune maman. Dans ces poèmes, alors il y a quelque chose dont j'aimerais qu'on parle ensemble, puisque ça peut toujours paraître un petit peu étonnant. Alors dans la sophrologie, tu l'as dit, il y a le travail sur le souffle, il y a la respiration, il y a quelque chose qui est de l'ordre du rythme, il y a la place de la voix. La voix, tu parlais d'une petite chanson, d'une comptine, d'une berceuse. On sait que la musique, les enfants vont capter facilement. Mais la voix, ce sont aussi des mots. C'est un sens. Et donc, on pourrait être étonné et dire, mais enfin, comment des bébés qui ont quelques semaines et même quelques mois, est-ce qu'ils comprennent quelque chose ? Est-ce que ça a du sens de leur lire quelque chose ? Ils comprennent tout, absolument tout. Ils comprennent ce qui se passe, comment on les attend, de quelle manière. Ils reçoivent évidemment toutes les émotions qui traversent notamment la maman. Bien sûr, mais ça, c'est plutôt... j'ai oublié le prénom, Bénédicte. Bénédicte, oui. Qui pourrait expliquer ça de manière beaucoup plus scientifique et technique que moi. En tous les cas, ce qui me semble, moi, certain, en tant qu'écrivaine, poétesse et sophrologue, c'est que quand on pose les 2 mains sur son ventre, par exemple, on attend un bébé, et qu'on commence à travailler un texte, à parler à son enfant, à dire quelque chose à son enfant... Donc déjà, quand on est enceinte, toi, tu conseilles, oui. Ça commence tout de suite. Je dirais le oui, dès le premier jour, en réalité. Ouais. Hein, donc les 9 secondes, c'est ça. C'est ça, exactement. Les 9 secondes, c'est ça, on commence à une vie ensemble. Ouais. Voilà, on commence quelque chose, on commence une aventure. Tout à l'heure, les aventuriers, oui. D'aventure qui me plaît beaucoup. Les aventuriers des temps modernes, les parents d'aujourd'hui, mais depuis toujours, à partir du moment où on prend cette décision de mettre au monde un enfant, de faire venir sur la terre un enfant, on devient un aventurier et on fait de l'enfant un aventurier. Donc on peut parler de cette aventure déjà dès le départ, pour aussi habituer l'enfant à entendre une voix, oui, et qu'il reconnaît et qu'il ne soit pas nécessairement seulement la voix des choses qui vont se passer tous les jours, quand la maman est dans le bureau, voilà. Etc. On s'adresse à l'enfant et on s'adresse à lui de manière particulière, individuelle. Et toi, tu conseilles aussi que ce soit le papa qui lise les poèmes, par exemple ? Bien sûr.
Bien sûr. Mais je sais pas, c'est pas évident. Ça va mieux en le disant. Le papa est tout à fait invité à lire les poèmes. La maman et d'ailleurs pourquoi pas un grand frère, une grande sœur peuvent aussi venir dire ces poèmes. Et ce que je voudrais dire par rapport à ces poèmes, c'est qu'ils ont été écrits dans un objectif tout de même de pouvoir dépasser les poèmes qui sont installés dans ce livre et de pouvoir à son tour créer, concevoir, tisser des mots, des phrases qui vont être chacun les siennes et pour créer l'envie en fait au sein des familles de s'adresser à son enfant d'une manière différente, avec des mots poétiques, avec des mots qui racontent des univers aussi, oui. Voilà, et que ça puisse faire rebondir et que ça puisse développer les imaginations en fait de chaque parent qui s'installe dans le poème et qui a envie de le dire. Donc tu utilises une formule qui est très jolie, je trouve. Tu dis c'est mettre de la peau dans les mots. Oui. C'est-à-dire qu'avec le bébé, au départ, alors une fois que le bébé est là, il y a aussi ce contact de peau à peau qu'on recommande beaucoup aujourd'hui, c'est cette chaleur, ce qui va s'échanger effectivement de personne à personne, mais d'abord par le contact physique, parce que le bébé, il a besoin beaucoup d'être entouré, enveloppé, comme il a pu l'être dans le ventre de sa mère. Mais ces poèmes ils vont envelopper finalement le bébé aussi d'une manière différente. Tout à fait. C'est vraiment ça. Je me souviens pas avoir dit la peau dans les mots, mais c'est exactement ça. Si je l'ai noté, c'est que tu me l'as dit. Oui, et d'ailleurs, poésie, on peut écrire. On peut l'écrire de plein de manières différentes. Ces poèmes sont des poèmes, j'aime bien dire qu'ils sont des poèmes un peu incarnés. C'est-à-dire que ce sont des poèmes qui vont parler du corps, qui vont parler du souffle, qui vont parler de la respiration, qui vont parler parfois de choses un peu crues aussi, enfin nues plutôt, des choses un petit peu, pragmatiques. Parce que le corps, c'est quand même un peu ça. Et j'ai trouvé dans certains poèmes que c'était beaucoup aussi dire au bébé qu'il existe, qu'on le voit, qu'il est là, qu'il a été une idée, un projet, mais qu'il est là incarné avec ce qui l'amène. Donc il y a ça, le fait d'être connu, reconnu, vu. Et qu'il sera peut-être éventuellement différent de ce qu'on attend, de ce qu'on rêve, oui. Et qu'il est un individu, comme les parents le sont, chacun des individus à part entière. Et je tiens beaucoup à cette notion que je travaille beaucoup en sophrologie avec les familles, la notion de l'individualité pour pouvoir mieux se reconnaître et se regrouper et vivre une vie de famille fluide et dans l'accompagnement, respecter chacun sa propre verticalité. Alors la question que je me posais, on l'avait pas préparée. Tu nous en lirais un éventuellement? Avec plaisir, bien sûr. Donc je l'ai pas tout à fait choisi au hasard. Je te tends ton propre livre, mais en tout cas il y a celui qui s'appelle Respirer ensemble, que je trouve très beau, qui est d'ailleurs aussi dans une petite série de cartes. Respirer ensemble. Écoute ma respiration. Sens ma poitrine se soulever, puis redescendre. Écoute ma respiration. Sens mon ventre se soulever, puis redescendre. J'écoute ta respiration. Je sens ta poitrine se soulever, puis redescendre. J'écoute ta respiration. Je sens ton ventre se soulever, puis redescendre. Inspiration, expiration, inspiration, instant après instant. Respirer ensemble. Superbe. Merci. Alors ça, par exemple, c'est un poème qu'on peut lire à son bébé quand on le berce, quand il est contre soi, quand on a un petit moment en particulier. Tout à fait. Et typiquement, ce poème, il est intéressant. Enfin, on me l'a dit, qu'il avait été transformé après. Une dame que je suis m'a dit, en fait, maintenant, je le dis moi différemment. Mais je parle à mon enfant. Je lui ai inventé mon propre texte. C'est ça. Ça, c'est vraiment une grande joie. C'est génial. L'idée, c'est vraiment ça. C'est de dire, allez-y, exprimez-vous.
faites du peau à peau, faites du corps à corps, faites du souffle à souffle, et aiguisez ensemble vos 5 sens et apprenez en même temps que votre enfant à ce que je cherche le mot, la prochitude. Oui, non, mais voilà, je vois ce que tu veux dire. Il y a une présence. Ce lien qui est différent de tous les liens qui sont un petit peu classiques, dictés, et on doit faire ci, on doit faire ça, et il y a bien plein de choses qu'on est obligé de faire, hein, mais qui vont un peu au-delà de ce bien-être du quotidien et qui vont dans je ne me prive pas de te dire cet amour débordant que j'ai et cette tendresse, et je le dis voilà, avec de la poésie, donc ça emmène un tout petit peu plus loin le lien. Et pour autant, les poésies de ce livre ne sont pas naïves. Non, du tout. Moi, j'ai trouvé que, même si les phrases sont simples, on l'a entendu, mais ça a beaucoup de sens. Moi, j'ai trouvé que ça avait beaucoup de profondeur et que je trouve que c'est même valoriser les bébés que de leur faire d'aussi jolis petits poèmes à leur murmurer. Alors, ce que je vais vous proposer, puisqu'on a entendu de la poésie, maintenant, on va entendre un petit peu de musique. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent, qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Les gens qui doutent, eh bien, ce sont les parents, bien sûr, les aventuriers du XXIe siècle dont on parle depuis tout à l'heure, des futurs parents. Ils nous intéressent aujourd'hui puisque nous envisageons les manières d'accueillir bébé autrement en 2021. Être parent dans la confiance, dire ses doutes, rassurer son enfant, c'est important. On a 3 invités EES aujourd'hui, mais avant d'accueillir Caroline, je voudrais proposer à Bénédicte, voilà, de compléter. Je crois que Bénédicte, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à donc vous êtes sage-femme à Paris, je le redis. Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on s'est dit en première partie d'émission.
Oui, merci Laurence de me redonner la parole juste quelques minutes. Je voulais quand même, parce que j'ai dressé un tableau assez peu réjouissant tout à l'heure de la parentalité, je voulais finir sur une petite note positive. J'ai quand même pas mal de mamans qui m'ont dit quelque chose d'intéressant ces derniers temps. Plusieurs m'ont dit qu'elles étaient très heureuses d'être enceintes en ce moment, que finalement, comme le temps était un petit peu au ralenti, elles pouvaient vraiment se consacrer à la grossesse. Et qu'en plus, elles n'avaient pas l'impression de sacrifier grand-chose de leur vie d'habitude. Et du coup, je les sens très centrées sur l'arrivée de ce bébé. Elles vivent de manière plus calme. Pour beaucoup aussi, elles ont leur conjoint en télétravail à la maison. Donc, je voulais simplement ajouter le fait que malgré un tableau en 2021 qui parfois peut paraître un peu sinistre, il y a quand même des choses très positives qui se dessinent. Et c'est pour ça qu'en introduction, j'avais dit que les bébés étaient assez sauvages parce qu'ils côtoient peu de monde, mais que par ailleurs, je les trouve plus calmes, justement parce que je pense qu'ils sont un petit peu moins pris dans le tourbillon de la vie et qu'on les accueille dans une cellule, dans un petit cocon. Foyer, oui. Ça fait écho à ce que disait Marcella, dans un petit cocon un peu plus dédié, qu'on leur fait une place un petit peu plus juste. Et ça, j'avais vraiment envie de le souligner aujourd'hui. Peut-être aussi parce que, n'oublions pas, il y a des papas qui sont en télétravail. Peut-être qu'ils ont aussi un peu plus de temps à consacrer à la maison, non ? Ça, vous le constatez, Bénédicte ? Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup plus de temps. En tout cas, le simple fait d'avoir cette présence, pour pas mal de femmes, c'est très rassurant. C'est rassurant. Quand même souvent, et c'est pour ça que je mets une petite différence entre entre le congé de maternité tant qu'elles sont enceintes et puis une fois qu'elles ont accouché. Celle que je trouve en plus grande détresse, c'est celles qui n'ont ni leur conjoint en télétravail, ni leurs parents à leur côté. Et effectivement, celles qui ont leur conjoint à la maison, ça fait une présence rassurante. Et du coup, je pense que pour le trio papa, maman, bébé, c'est plus facile de mettre ce lien en place quand on a un peu plus de temps devant soi que quand le papa a 14 jours de congé paternité et qu'ensuite il est absent au bas mot 5 jours par semaine. Donc c'est un bon début, c'est les côtés, on va dire, positifs de cette période qu'on est en train de vivre. Merci Bénédicte pour ce complément. Alors je vais accueillir juste dans la foulée Caroline Le Prince, parce que Caroline, vous nous rejoignez vraiment sur le fil du rasoir, puisque vous venez de terminer votre journée dans une crèche. Je vais vous présenter rapidement à nouveau pour nos auditeurs. Vous êtes infirmière, mais vous proposez aussi dans votre cabinet, donc vous êtes à Versailles, un certain nombre d'accompagnements donc autour de la naissance, que ce soit avant ou après. Alors ça peut être du yoga prénatal pour les futures mamans, ça peut être des temps de rencontre entre parents, mais ce dont j'aimerais que l'on parle plus particulièrement aujourd'hui, c'est de la thalasso bébé, des bains bébés, donc vraiment un bain pour les tout petits qui a énormément de vertus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste et comment ça fonctionne ? Bonjour Caroline. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Peut-être qu'il y a des papas qui nous écoutent. On espère. Exactement. Alors en fait, oui. Donc, alors le thalasso bain a été beaucoup médiatisé par Sonia Krief qui m'a formée, qui est une auxiliaire puéricultrice. Mais en fait, ça correspond un petit peu au bain qu'on pratique déjà en réa néonate pour les petits prématurés. Donc c'est un bain qui se fait langer pour rappeler la contenance utérine, pour vraiment rassurer ces petits bébés qui arrivent dans un monde où voilà, quand on écarte les bras, il n'y a plus de limites. Ils n'ont pas encore conscience de leur schéma corporel. Enfin, c'est quand même beaucoup de stress pour un petit bébé de sortir d'un monde où on était bercé 24 heures sur 24, nourri 24 heures sur 24 dans le ventre de la maman. Au chaud. Dans une eau à 37 degrés et où là, il se passe plus grand-chose. Donc, ce bain a pour but, en effet, de faire la transition en douceur entre cette vie intra-utérine et l'arrivée sur Terre, entre guillemets. Mais au-delà de ça, c'est aussi un bain qui peut être réparateur dans le cas, par exemple, d'une naissance un petit peu compliquée, avec, par exemple, une césarienne, ou une préparation à la naissance. Ah, on vous entend plus bien, Caroline. Ah, d'accord. Et vous m'entendez là ? C'est mieux, ça y est, on vous a récupéré. Oui, donc je disais qu'il permet également quand il y a des naissances difficiles, c'est ça, vous parlez de la césarienne. Exactement. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on recrée un petit peu la naissance que les parents n'ont pas pu vivre.
dans le sens où, par exemple, un bébé né par césarienne, où la maman n'a pas pu tout de suite faire un pot à pot et où le lien, du coup, peut avoir été rompu. Et même si elle a beau aimer de tout son cœur son bébé, parfois, il y a quelque chose qui ne se fait pas. On pratique ce bain où l'enfant vraiment a tout de suite un lâcher prise, et ensuite je propose à la maman un pot à pot, une mise au sein, ce qui permet de refaire des choses qui n'ont pas pu être vécues. Les premières étapes de la naissance. Alors le bain, je suis allée sur votre site internet, mais alors j'incite surtout à aller sur votre compte Instagram qui s'appelle @caro et les bébés. On redonnera les coordonnées à nos auditeurs et on les retrouvera sur la page Facebook des Temps modernes, parce qu'il y a des photos de bébés, mais dans un état de ravissement incroyable. Il y a des petites vidéos, à vrai dire, on aimerait être à leur place, parce qu'on voit qu'il y a d'abord cette détente, il y a quelque chose qui est de l'ordre presque du ravissement, on a l'impression. Ils vivent ça, donc c'est à la fois c'est la chaleur, c'est la douceur, c'est... Qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui fonctionne là-dedans ? Alors en fait, surtout ce qui est important, c'est ce que je dis d'ailleurs aux jeunes parents, c'est qu'il faut oublier le bain hygiène. Je pense que dans le premier mois de vie, il faut vraiment privilégier le bain détente. Un bébé en soi n'est pas aussi sale que ça, on le change minimum 6 à 8 fois par jour. Donc il faut arrêter de se stresser avec le savonnage, etc. Souvent d'ailleurs les parents ne sont pas super à l'aise avec leur bébé dans les premiers temps, et du coup le bébé va ressentir tout ça. Donc c'est vraiment de lui rappeler un petit peu ces bercements, la vie intra-utérine, donc le fait de rentrer en effet dans cette eau chaude avec une ambiance un peu tamisée, peut-être mettre une petite musique douce si on a envie, ou une musique qu'on écoutait d'ailleurs enceinte et qui fait écho au bébé, puisque les petits bébés, même dans le ventre de la maman, entendaient tout ça. Et puis donc de recréer ces bercements, d'aller tout doucement dans les gestes, d'oublier la technique, fait qu'en effet le bébé va tout de suite être rassuré et s'apaiser. Alors après, il y a certains bébés qui n'ont pas forcément ce lâcher prise dans le bain. Oui. Parfois, il y a des bébés qui ont aussi des coliques, qui prennent un petit peu le dessus, mais dans tous les cas, l'apaisement se fera après. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi un bébé va pleurer dans le bain. Parfois, des parents me disent depuis le début, c'est l'horreur, on n'a jamais réussi à faire un bain serein, il hurle, etc. Alors que finalement, ce bain, normalement, est censé lui rappeler ce qu'il a vécu pendant 9 mois et il est censé s'apaiser. Mais parfois, il faut aussi voir à travers ce bain une histoire de vie. Parfois, la grossesse a pu être un petit peu compliquée. Il peut y avoir des antécédents de fausses couches, par exemple, chez la maman, qui forcément... Donc de l'anxiété pendant la grossesse, ce dont on parlait tout à l'heure. Dans le début de la grossesse, une maman qui a un petit peu peur de perdre son bébé, ou bien une maman qui a vécu un deuil pendant sa grossesse. Je pense que c'est important d'extérioriser ça. Alors, on va pas raconter en détail à son bébé ce qui s'est passé, mais peut-être lui dire, maman, dans les débuts de la grossesse, c'est un peu très inquiète pour toi. Maintenant, tu es là, tout va bien, tu es avec nous. Je suis heureuse, que tout se soit bien passé. Mettre des mots sur quelque chose peut-être d'enfoui au niveau de la maman permet parfois, de débloquer certaines choses et faire que, finalement, tout le monde se retrouve un petit peu plus apaisé et détendu de par Donc Caroline, ce bain, c'est vous qui le donnez et les parents en fait assistent. C'est ça, c'est d'ailleurs assez émouvant. On voit des parents qui pleurent. Moi, j'ai regardé certaines vidéos. Oui. On voit les parents sont vraiment extrêmement bouleversés par cette détente qu'ils voient chez leur bébé. Oui, et puis c'est surtout un petit moment où enfin les parents se posent aussi autour de leur bébé, parce que c'est vrai qu'en sortant de la maternité, on est un petit peu, c'est un grand chamboulement, la vie au quotidien avec un bébé, on est tout le temps dans la course, on n'a pas vraiment le temps de se poser autour de ce petit être qui finalement essentiellement mange, dort, il n'y a pas encore beaucoup de moments ludiques avec lui, et là c'est la première fois aussi où les deux parents sont un petit peu en retrait et observent, même découvrent différemment leur bébé, et c'est en effet parfois très émouvant pour certains parents de voir ce petit bébé lâcher prise et puis de rappeler à certaines mamans la façon dont le bébé était aussi dans leur ventre pendant toute cette grossesse. Donc oui, parfois c'est vrai que c'est, et en même temps il peut y avoir aussi une heureuse surprise dans le sens où, comme je disais tout à l'heure,
des parents qui jusqu'à maintenant vivaient un peu ce bain comme une étape stressante parce que leur bébé pleurait à chaque fois. Là, ça leur permet d'être rassurés et puis de voir que finalement, ça peut être un bon moment pour tout le monde. Alors, je leur donne des conseils aussi. Parfois, certains parents, quand le bébé réussit vraiment à lâcher prise et qu'ils osent faire ça, parce que parfois, ça peut être déroutant de voir son bébé être en train de dormir dans l'eau. Mais certains parents, je leur permets de dire, écoutez, regardez, prenez-le, mettez votre main derrière la tête. Voyez, vous aussi, vous pouvez le rentrer dans l'eau de cette manière-là. Et ça leur permet d'être un petit peu plus serein aussi pour les bains futurs à la maison. Superbe. Et alors après, je voyais que vous les emmaillotez, les bébés ? Exactement. En fait, ça leur rappelle vraiment la contenance utérine. Alors, tous les bébés n'aiment pas forcément être contenus comme ça. Ouais. En fait, chaque bébé me guide à travers le bain et à travers cette mise en place du lange. Donc, leur personnalité. Certains ont besoin d'avoir les mains à la bouche. Il y a le réflexe de succion, de toute façon, qui est là chez tous les bébés. Donc, il y a des petits bébés qui, d'eux-mêmes, arrivent très bien à se sortir les bras, à se débrouiller pour sortir leurs bras et mettre leurs mains à la bouche. Donc, voilà, je laisse vraiment le bébé. C'est lui qui me guide. Si il semble plutôt apaisé à être complètement langé, on le lange complètement. Et si par contre, il gigote dans tous les sens et on sent qu'il n'a pas envie d'être langé, c'est pas grave. On enlève le lange, on laisse tout le haut du corps à l'air libre. Et alors, ce qui est marrant, c'est que souvent, beaucoup d'enfants aussi retrouvent la position qu'ils avaient dans le ventre de la maman. Il y a des mamans qui me disent parfois « Ah, mais c'est marrant, il a mis sa main sur le visage. C'était exactement la position qu'il avait à la dernière échographie. » C'est une mémoire. Donc, il y a une mémoire. Spontanément, ils retrouvent une position rassurante ou une position du bras qu'ils avaient dans le ventre et qui tout de suite les apaise et les rassure. C'est conseillé à partir de quel âge finalement ce bain on peut le faire et jusqu'à quand avec les tout petits, les nouveau-nés? L'idée, ça serait de le faire au plus près de la naissance. Alors, il y a certaines maternités, il y a de plus en plus de maternités d'ailleurs qui se forment auprès de Sonia Krief pour le proposer en fait comme le premier bain à la maternité. D'accord. Donc ça, c'est super. Donc alors, par contre, on préconise de ne pas faire un bain tout de suite, puisque le bébé, le nouveau-né naît avec le vernix. Oui. Qui est une substance protectrice au niveau de la peau. Donc normalement, il faut pas faire un bain tout de suite, mais généralement, on le fait dans les 2 jours qui suivent la naissance. Et idéalement, si tous les bébés pouvaient avoir ce bain dès la maternité, ça serait l'idéal. Maintenant, l'idée, c'est de le faire en effet dans les 10 à 15 jours de vie. On peut le faire jusqu'à 1 mois, mais plus on s'éloigne de la naissance, plus la mémoire émotionnelle, le vécu intra-utérin va finalement s'enfouir un petit peu dans la mémoire et du coup, les bébés arrivent de moins en moins à se lâcher prise. D'accord. Donc, ça peut être un très beau cadeau de naissance, si on veut faire plaisir à des jeunes parents et c'est tellement plus efficace qu'un objet dont les enfants regorgent et les vêtements quand ils sont petits. Si on cherche quelqu'un, alors vous êtes Caroline sur Versailles, mais si on cherche quelqu'un qui pratique cette technique, donc vous nous avez dit ça vient de Sonia Krief, je sais pas, il y a un annuaire, les professionnels qui sont formés sont référencés, j'imagine. Exactement. Alors, elle a créé une plateforme qui s'appelle Mes premiers jours. D'accord. Où du coup sont référencés tous les professionnels de santé qui ont été formés à ce bain. Sachant que ce bain, ne sont formés qu'à ce bain que des professionnels de santé, des puéricultrices, des auxiliaires puéricultrices, des sages-femmes, des ostéos aussi. Beaucoup d'ostéos en fait se forment à ce bain qui est très complémentaire d'une séance d'ostéopathie pour détendre par exemple le bébé avant une séance, permettre de détecter certaines petites par exemple un bébé qui aura du mal qui aura tout le temps la tête tournée dans un sens pendant ce bain, qui n'arrivera pas à la tourner de l'autre côté, ça permettra de donner des pistes à l'ostéo pour sa séance qui suit le bain. Donc voilà, en tout cas, c'est ouvert à pas mal de professionnels de santé et de cette plateforme, en tout cas, les parents sont sûrs de tomber sur des professionnels qualifiés et qui sont tous un petit peu sur la même longueur d'onde. Et pour que ce soit fait aussi dans toutes les conditions de sécurité nécessaires, bien évidemment. Complètement. D'accord. Voilà, oui, parce que bien sûr, on fait certaines choses, notamment, alors c'est pas une immersion totale du bébé sous l'eau, mais on leur met la tête sous l'eau, etc. Ça demande quand même une technique et surtout une
une bonne maîtrise des réactions que peut avoir un nouveau-né. C'est pour ça qu'on déconseille aux parents de le reproduire complètement à la maison. On peut s'en inspirer, on peut leur donner certains conseils, voilà, sur certaines positions, des choses comme ça, mais il ne faut pas le reproduire seul, bien sûr, à la maison. D'accord. Merci beaucoup Caroline pour votre participation qui donne envie en tout cas d'offrir ça aux bébés ou aux jeunes parents qu'on connaît, et puis on remettra les coordonnées de la plateforme dont vous nous avez parlé, et puis aussi vers votre site Caro et les bébés. Voilà, on le remettra sur la page Facebook de l'émission Les Temps Modernes. Merci Caroline et bonne soirée à vous. Merci à vous également. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Alors Marcella, je vais reprendre avec toi, puisque je rappelle, tu es sophrologue, tu accompagnes les familles, les parents, futurs parents ou jeunes parents, et puis aussi les tout petits, les enfants. En sophrologie, on peut assez facilement, et c'est très conseillé pour les enfants, ça fait beaucoup de bien. Mais tu es surtout l'auteur d'un magnifique petit livre qui s'appelle Poèmes à murmurer à l'oreille des bébés, dont on a déjà parlé et dont on va reparler. Alors justement, ces poèmes, dans le titre que j'ai choisi d'Anne Sylvestre, alors je sais que c'était pas son préféré, parce qu'elle en avait un peu marre qu'on lui parle des gens qui doutent, mais pour autant les parents sont des gens qui doutent. Quand on doute, quand on a peur de pas être une bonne mère, de pas faire les bons gestes, de pas savoir donner le bain, ce dont parlait Caroline tout à l'heure, d'avoir un bébé qui s'agite un peu, qui dort mal, qui mange mal, donc où vraiment on est dans la panique. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que justement ça fait du bien? Alors à soi peut-être, mais est-ce qu'on peut dire à son bébé qu'on a du mal à être le parent qu'on voudrait? Merci pour cette question. J'ai l'impression, par mon expérience de maman déjà, de poétesse, de sophrologue, tout ça mélangé, que les gens qui doutent sont quand même les gens les plus sains qui existent au monde. Donc douter, pour moi, c'est un peu la moindre des choses. Voilà. Oui, on est tellement dans une époque de certitude. Voilà. Alors déjà, quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui m'inspire confiance d'office. Et je pense que une maman, un papa qui doute, dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui, inspire confiance à son enfant. Donc, si il y a quelque chose qui se passe pas exactement comme on le souhaite, où on se sent un petit peu fragilisé, où on se sent un petit peu fatigué, on se sent un peu à côté de la plaque, pouvoir le dire à son enfant sans forcément rentrer dans des détails. C'est ça. Sans forcément lui expliquer des choses qu'il n'est absolument pas apte à comprendre. D'autant qu'un enfant de 6 mois, 8 mois ne demande rien. Donc, si un parent lui parle, c'est bien que c'est juste pour créer un lien. Et simplement, par exemple, comme disait Caroline tout à l'heure, maman a eu des problèmes à un moment donné, mais ça s'est géré, ça s'est réglé. Maintenant, tu es là, on est content que tu sois là. Et peut-être dire simplement ça. Il y a des choses parfois qui me font un petit peu, qui m'angoissent un peu. Je ne suis pas tout à fait sûre de faire des bonnes choses au bon moment. Maman est fatiguée. Mais, voilà, maman est fatiguée. Je sais pas ce qui peut se passer. Je pensais avoir de l'aide aujourd'hui, mais finalement, je n'en ai pas. Alors, écoute, voilà, aujourd'hui, peut-être que je suis un petit peu plus hésitante, un petit peu plus stressée. Mais pour autant, je suis bien avec toi et tu peux garder ta confiance en moi. Enfin, voilà. Et peut-être trouver des mots sans bombarder l'enfant de mots non plus. Ou d'informations. Voilà. C'est pas nécessaire, la logorée et de parler à son enfant toute la journée pour le décrire, à mon avis. Pas de surstimulation non plus. Et je fais ci, et maman prépare ci, et puis après elle fait ça, puis elle regarde bien. Non. Mais par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments, il me semble que l'honnêteté vis-à-vis de l'enfant paye toujours. Voilà, ça c'est mon... Toute la vie, de toute façon. Voilà, mais l'enfant peut entendre, et de la même manière, lorsque les enfants grandissent, ils aiment bien quand on leur dit « Bah oui, écoute, là, peut-être j'ai un peu crié, j'aurais très certainement pas dû, j'aurais préféré éviter. » Mais voilà, et puis d'expliquer, ça soulage, ça détend, et on sent que les épaules s'affaissent et on n'est pas face à quelqu'un qui est sûr de soi et qui affirme que ça se passe comme ça et pas autrement. Non. Et quand on est parent, c'est en effet une grande aventure. C'est souvent compliqué, c'est souvent délicieux et magnifique aussi. Mais voilà, quand les choses ne sont pas simples, je pense qu'il est bien de les dire et peut-être de trouver des mots un petit peu
à soi. Qui nous ressemble, en tout cas. Qui nous ressemble. Et peut-être assembler des mots, et peut-être en faire une poésie, et peut-être en faire une chanson, et peut-être transformer le moment en une espèce de... Je vais un peu loin, mais je le dis par expérience, hein. Faire une petite comédie musicale à ce moment-là, voilà, et d'un coup, ça devient « Et oui, je suis très fatiguée, et pourquoi on fait pas une petite chanson sur « Je suis très fatiguée ouais. ?» Voilà, hein, et que je suis pas à temps pour faire ci et ça. Oui, mais... Et puis, je pense qu'à cet instant-là, l'enfant n'a plus de chance de le voir gazouiller et sourire que de se sentir coincé parce qu'il voit sa maman qui est coincée et qui dit pas ce qui se passe. Et qui retient, qui prend sur elle. Ouais. Et là, on est encore dans le souffle. Le voilà. fait d'avoir le souffle coupé. Voilà. Et ne serait-ce qu'un geste. Hein. On n'est même pas obligé d'utiliser des mots. Ou si, par exemple, ça se passe mal à un moment donné avec son enfant parce qu'on est vraiment épuisé, mettons, juste prendre l'enfant contre soi, le poser et respirer avec lui. Avec ou sans poésie. Se synchroniser sur la respiration, quelque chose d'assez intéressant. On parle beaucoup de la construction du lien mère-enfant. Hein. On a dit, alors je pense notamment à Boris Cyrulnik, hein, que ce lien sécure, il donnait aussi voilà de la confiance et de l'élan pour toute la vie. Et avec les tout petits, on est souvent dans les premières semaines, dans les premiers mois, on est beaucoup dans le faire. Caroline Le Prince en parlait, Bénédicte Zuber aussi, hein, les nourrir, les mettre au sein, les changer, leur donner le bain quand ça se passe plus ou moins bien. Est-ce que même ces moments de faire, on peut les accompagner et les soutenir avec des mots ? Est-ce que tu as des poèmes pour certains moments comme ceux-là, qui sont des moments tout à fait quotidiens et qu'on a l'habitude de faire un peu au pas de charge et qui peuvent tout d'un coup prendre une autre dimension ? Alors, je vais sortir de ce studio et je vais faire ce livre. Parce que ça sera le tome 2 de tes poèmes. Parce que dans le livre des poèmes à murmurer à l'oreille des bébés, il n'y a pas tellement ce type de poésie, en tout cas pas de mémoire. J'ai pas le sentiment qu'il y en ait. Ce sont des poèmes qui incitent plutôt, je dirais, à se laisser un petit peu glisser dans l'être. Dans l'intimité aussi. Ouais, dans l'intimité. Dans une proximité qui est vraiment, moi, que je trouve merveilleuse. Enfin, il y a quelque chose, on a l'impression de basculer dans un autre univers. Justement, de contraster avec ce faire, et toi et moi, on a eu des enfants, donc on était tellement, enfin, moi, j'étais beaucoup dans les horaires, les quantités, on a l'impression d'être toujours un peu dans les chiffres, le poids du bébé, est-ce que le bébé mange bien, est-ce qu'il grossit bien, donc d'avoir toujours cette espèce de notion presque de performance, de comparaison aussi, parfois avec les autres mères, avec les autres bébés qu'on trouve plus potelés que le sien, ou qui préfèrent tel légume, ou qui mangent pas de viande, ou je ne sais quoi, alors que là on est dans une autre dimension où il n'y a pas d'utilité entre guillemets pour une fois. Exactement. Mais il y a bien plus que ça, hein. Exactement. Il y a un supplément d'âme ou de magie, je sais pas comment dire, dans ton livre qui est tout à fait appréciable. On revient un peu à la bulle dont parlait Caroline aussi tout à l'heure, cette bulle de un moment à part, une parenthèse, un temps suspendu un peu. Et de ce temps suspendu va découler peut-être une meilleure appréhension justement du quotidien ensuite. Et de tout ce qu'il y a à faire et d'emmener peut-être l'enfant à la crèche et d'aller travailler après, de revenir le chercher, de lui faire à manger et toutes ces choses-là. Mais avec ce type de projet, de lui construire des poèmes ou de lire les poèmes de ce livre, peu importe, on est dans quelque chose qui va permettre de vivre le quotidien de manière un peu plus fluide, un peu plus légère et plus... de donner un petit coup de magie au quotidien. Alors, ton livre, il contient un trésor, puisqu'à l'intérieur, il y a la chanson que tu utilisais avec ta fille, mais tu ne dis pas lequel, donc ça restera le mystère. C'est entre toi et elle. C'est un très beau petit livre, non seulement parce qu'il est joliment illustré, je le redis, par Marie Poirier, mais aussi parce que l'édition en elle-même, donc la maison d'édition, c'est les Vents Ternier, livre fait main, et on voit sur ton site que le livre est piqué, broché, piqué à la main, donc il est joli, il est beau à offrir. Donc je vous le recommande chaudement. Donc poème à murmurer à l'oreille des bébés. Vous le retrouverez aussi sur la page Facebook. Je vais vous donner aussi d'autres pistes, parce que ce qui est important pour les parents,
pour les futures ou pour les jeunes mamans, c'est de penser au bébé, mais de penser aussi à soi. Et quoi qu'il arrive, de ne jamais rester seul face aux difficultés, quelles qu'elles soient, face aux questions, même si on vit une période un peu particulière où il y a de distanciation. Tout à l'heure, Bénédicte Zuber nous parlait des centres de protection maternelle et infantile qui normalement sont les premiers recours, les lieux où les mères peuvent aller et puis avoir assez facilement des consultations. Certains sont fermés en ce moment, mais renseignez-vous quand même parce que la PMI, la protection maternelle et infantile, ça reste un bon lieu ressource. Il y a bien sûr d'autres professionnels dont on a parlé, que ce soit les psychologues, les sages-femmes, les péricultrices. Si votre enfant est déjà en crèche, n'hésitez pas à discuter avec le personnel de la crèche et qui connaît aussi votre bébé d'une autre manière. Je vous donne aussi 2 numéros de téléphone. Le premier, c'est Enfance et Covid. Donc c'est le 0805 827 827, un numéro qui est accessible gratuitement pour de l'écoute, de l'accompagnement et du soutien pour les parents, les futurs parents, mais aussi les professionnels de la petite enfance. Il y a également un site internet enfance-et-covid.org. Vous retrouverez l'adresse sur notre page Facebook. Le deuxième numéro de téléphone, c'est Allo Parents en crise, le 0805 382 300. Appel et services gratuits à nouveau, c'est de l'accueil, de l'écoute et des informations pour les parents, les jeunes et les professionnels. Et ça, c'est organisé par l'École des parents. L'École des parents, c'est une institution avec vraiment beaucoup de choses qui sont organisées, je pense, depuis les années 70 pour les jeunes et les futurs parents. Donc le site internet école au singulier des parents au pluriel.org. On arrive au terme de cette émission. Voilà, un sujet absolument passionnant. Je remercie donc nos invités qui étaient pour certaines à distance et puis une proche de moi, même si on a gardé la distanciation de rigueur. Merci Marcella pour ta participation. Merci à toi, c'était très agréable. Bon, malgré ton petit stress, mais qui finalement, c'est très bien passé. Merci à Arnaud qui aujourd'hui était à la technique. Vous retrouverez donc les portraits de nos invités, les coordonnées de leur site, l'ouvrage de Marcella et puis aussi les adresses utiles que nous avons évoquées sur la page Facebook de l'émission, Les Temps Modernes. Notre prochaine émission sera le 23 mars. On va parler des plus grands. On parlera des étudiants et des jeunes qui ont besoin aussi en ce moment pas mal de soutien. On verra quelles sont les ressources qu'on peut utiliser. Alors d'ici là, n'hésitez pas à faire réécouter cette émission en podcast à vos amis, aux jeunes parents ou aux futurs parents que vous connaissez sur le site de Fréquence Protestante, donc fréquenceprotestante.com. Un grand merci à nos invités pour leur participation et bonne soirée sur notre antenne.